Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à comprendre l'essence de la vie? Doa n'a pas seulement atteint cette compréhension, mais a aussi dévoilé les mystères les plus profonds et les plus sombres de l'âme humaine. Si vous êtes prêt à affronter la vérité sans peur, cette vidéo vous montrera pourquoi il est considéré comme quelqu'un qui a véritablement compris la vie. Que se passe-t-il lorsque nous sommes forcés de faire face à nos propres limites, à nos peurs les plus profondes et à l'inévitabilité de la souffrance? Comment ces expériences façonnent-elles notre regard sur la vie et ce que signifie réellement la comprendre? Pour Doa, les réponses à ces questions ne provenaient pas simplement d'une réflexion philosophique abstraite, mais de l'expérience viscérale directe de l'existence. Sa vie, marquée par d'immenses défis et souffrances, est devenue la scène sur laquelle il a profondément saisi les complexités de l'âme humaine, les dilemmes de la liberté et la quête incessante de la rédemption. Fodor Dovi est né à Moscou en 1821, dans une Russie profondément marquée par les turbulences politiques et sociales, un environnement qui a sans doute influencé le cours de son œuvre et de sa pensée. Bien qu'il ait initialement étudié le génie militaire, c'est dans la littérature qu'il trouva sa véritable vocation, commençant à développer des idées qui allaient transformer non seulement la littérature elle-même, mais aussi notre compréhension de la condition humaine. Cependant, la profondeur de ses réflexions sur la vie ne résultait pas uniquement de son intelligence ou de son talent littéraire. Elles émanaient de ses expériences personnelles, qui l'ont conduit à une introspection profonde et à une compréhension aiguë des questions existentielles. En 1849, après avoir déjà fait ses premiers pas en littérature, Douai a fait face à un événement déterminant qui allait à jamais changer sa perception de la vie et de la mort. Accusé de participer à un cercle révolutionnaire opposé au régime tsariste, il fut condamné à mort. À ce moment-là, la mort semblait être la réponse définitive à son existence. Pourtant, dans un cruel retournement du destin, il obtint une seconde chance. Sa peine fut commuée en travaux forcés en Sibérie, où il passerait plusieurs années de sa vie. C'est durant cette période de souffrance extrême que Doa commença à réfléchir profondément sur des thèmes comme la culpabilité, la douleur et surtout la rédemption. Cet exil forcé, loin de la civilisation et plongé dans un tourment physique et psychologique, fut crucial pour le développement de son œuvre. Non seulement il fut contraint de faire face aux aspects les plus sombres de l'existence humaine, mais il découvrit aussi que la vie, dans ses formes les plus rares et brutales, ne pouvait être comprise sans l'acceptation de la souffrance. Pour Douai, la souffrance n'était pas simplement une punition, mais une clé essentielle pour comprendre véritablement l'existence. Pendant cette période, il réalisa que la vraie liberté ne réside pas simplement dans l'absence d'oppression extérieure, mais dans la capacité à affronter ses conflits internes, tels que la culpabilité, le regret et le besoin de rédemption. Son expérience personnelle devint le fondement de ses réflexions littéraires et philosophiques les plus profondes. La vie de Dovi illustre clairement comment la douleur et la souffrance peuvent paradoxalement servir de catalyseur à une créativité exceptionnelle, illuminant les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Lorsqu'il revint de Sibérie en 1859, après des années de travaux forcés, l'homme qui émergea n'était plus le même. La liberté, qu'il avait jadis vue simplement comme l'absence d'emprisonnement, se révéla désormais comme quelque chose de bien plus complexe et profond. Pour Dovi, la vraie liberté ne consistait pas à échapper à un régime oppressif, mais à atteindre une libération intérieure, quelque chose d'accessible uniquement en affrontant ses propres démons intérieurs. Ce retour à la liberté ne signifiait pas que la vie de Doa serait exempte d'épreuves. Au contraire, il se retrouva rapidement embourbé dans une série de luttes financières et émotionnelles. Échapper à un régime oppressif consiste à obtenir une libération intérieure, atteignable uniquement par la confrontation avec ses démons personnels. Ce retour à la liberté ne signifiait pas que la vie de Dostoïevski serait sans difficulté. Bien au contraire, il se retrouva vite mêlé à des combats financiers et émotionnels, les difficultés matérielles devenant un défi constant. Cependant, c'est précisément dans ce paysage d'adversité qu'il produisit certaines de ses œuvres les plus importantes et puissantes. À partir de 1860, Dostoïevski commença à écrire des romans qui allaient devenir des jalons de la littérature mondiale, tels que Yewa Crime et Châtiment, Yo, les cas les frères Karamazov You et Ewa Lidjoju. Ces œuvres n'étaient pas de simples récits. Elles représentaient des réflexions philosophiques profondes sur la nature humaine, les choix que nous faisons et les conséquences de nos actions. La douleur et les dilemmes que Dostoïevski avait vécus sont devenus plus clairs que jamais dans ses écrits. Ces personnages, dont beaucoup étaient plongés dans leur propre conscience, luttant contre la culpabilité et cherchant la rédemption,
sont devenus les vecteurs par lesquels il interrogeait la morale, le libre arbitre et le sens de la vie. Les parcours de ces personnages, tels que Raskolnikov dans Nieba Crime et Châtiment You, reflètent une quête constante de compréhension dans un monde où la morale n'est pas toujours évidente et où les frontières entre le bien et le mal sont souvent floues. Ces œuvres, nées d'une période de souffrance personnelle et d'introspection, témoignent de la manière dont la littérature peut transformer la douleur en quelque chose d'universel, quelque chose qui résonne profondément avec l'expérience humaine. Dostoïevski n'a pas simplement écrit sur ses propres luttes, il a capturé celles que nous affrontons tous les incertitudes, les regrets, la recherche de sens et la tentative de trouver la rédemption. Il est devenu, sans aucun doute, l'une des figures les plus influentes de la littérature mondiale, laissant derrière lui un héritage littéraire qui continue d'impacter lecteurs et penseurs jusqu'à aujourd'hui. À travers son œuvre, Dostoïevski ne s'est pas contenté de décrire les complexités de l'âme humaine. Il s'est plongé dans les profondeurs de la psychologie et de la philosophie, questionnant le sens de la vie d'une manière que peu d'écrivains ont réussi. L'une de ses explorations les plus intenses de la recherche de la vérité se trouve dans Niebda Note d'un souterrain You, publié en 1864. Dans ce roman, Dostoïevski explore les recoins les plus sombres de l'esprit humain, confrontant l'aliénation, la douleur psychologique et la solitude existentielle d'une manière rarement tentée auparavant. Le protagoniste, seulement connu sous le nom d'homme du sous-sol, n'est pas un héros conventionnel, mais une figure tourmentée par l'aliénation et les dilemmes existentiels. Le livre ne suit pas une narration linéaire ou traditionnelle. Il est plutôt composé d'un flux de pensées, de réflexions et d'épisodes souvent déroutants. L'homme du sous-sol réfléchit à sa propre existence, à la liberté qui lui est accordée, ainsi qu'aux limites de la moralité. Il est profondément conscient des contradictions en son âme. S'il aspire à la liberté, il en a simultanément peur. Sa vision de la vie est cynique et désabusée. Il estime que les êtres humains, en exerçant leur liberté, se perdent et s'éloignent de toute notion de bonté ou de justice. L'homme du sous-sol remet en question non seulement la moralité, mais aussi la structure même de sa vie, se demandant s'il y a une véritable valeur dans nos choix, ou si nous ne sommes que des victimes de nos propres faiblesses. Cette œuvre, qui s'éloigne du récit conventionnel, devient une profonde méditation philosophique sur la condition humaine. L'homme du sous-sol soutient que la liberté humaine est une malédiction, car la capacité de choisir nous oblige aussi à porter les conséquences de ses choix, souvent sans aucun sens supérieur. Sa perspective selon laquelle la liberté est une prison plutôt qu'un privilège constitue une critique acerbe de l'idée populaire que la liberté est le bien ultime que nous pouvons atteindre. Pour Doki, la vraie liberté n'est pas simplement le pouvoir de choisir, mais la responsabilité et la douleur qui accompagnent ces choix. Il nous pousse à nous interroger sur le fait que, en ayant la liberté d'agir, nous ne finissons pas en réalité par nous emprisonner nous-mêmes dans nos propres dilemmes, limites et décisions égoïstes. L'ego, Not From Underground You, n'est pas seulement une analyse de la liberté, mais aussi une réflexion sur le vide existentiel auquel nous sommes tous confrontés à un moment donné de la vie. L'homme souterrain, malgré ses observations cyniques, nous oblige à réfléchir à notre propre quête de sens, à nos luttes entre ce qui est juste et ce qui est commode, entre ce que nous désirons et ce qui est possible. Cette œuvre nous met au défi de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, de confronter nos propres contradictions et, d'une manière inconfortable, d'accepter qu'il n'existe pas de réponse facile aux questions les plus profondes de la vie. La liberté, la morale, la douleur et la recherche de sens s'entrelacent, conduisant le lecteur à remettre en question non seulement la vision du protagoniste, mais aussi sa propre perception du monde et de lui-même. Parmi les œuvres les plus emblématiques de Doki, Nieba Crime et Châtiment You, publié en 1866, se distingue comme une étude profonde psychologique et philosophique de la moralité, de la culpabilité et de la rédemption. L'histoire de Rodion Raskolnikov, un jeune étudiant qui commet un meurtre au nom d'un concept dévoyé de justice, est l'une des explorations les plus puissantes du conflit moral intérieur. Raskolnikov croit que certains individus, ceux qui sont extraordinaires, ont le droit de transgresser les lois morales dans la poursuite d'un bien supérieur. Il se considère comme l'un de ces hommes extraordinaires, quelqu'un qui peut et doit transgresser les normes sociales pour accomplir quelque chose de plus grand. Cependant, après avoir commis le crime, il se retrouve bientôt submergé par une angoisse insupportable, en réalisant que sa théorie de la supériorité n'était en réalité qu'une illusion. Le poids de la culpabilité ne peut être rationalisé. Le grand conflit moral de Raskolnikov, qui se déploie tout au long du roman, ne consiste pas seulement à justifier ses actes, mais à lutter avec le dilemme de la liberté.
Il croit qu'en commettant un meurtre, il fait ce qui est nécessaire pour un bien supérieur. Cependant, il comprend vite que la vraie liberté ne vient pas de la transgression des règles sociales, mais de l'acceptation de ses responsabilités et de l'affrontement des conséquences de ses choix. La lutte intérieure de Raskolnikov ne porte pas seulement sur le crime qu'il a commis. Elle révèle ce que cet acte dit sur son identité, ses valeurs et sa vision du monde. Au fil du roman, il tente désespérément d'échapper à sa culpabilité, cherchant des justifications rationnelles à ses actes, mais le poids de sa conscience et l'inévitabilité de la rédemption commencent à miner sa logique, le forçant à affronter la vérité qu'il a longtemps cherché à fuir. Le personnage de Sonia, une jeune prostituée incarnant la foi et l'amour inconditionnel, apparaît comme la voie de la rédemption pour Raskolnikov. Par sa bonté et sa pureté, elle représente une boussole morale bien supérieure à celle que Raskolnikov voulait suivre. Sonia, telle que Doki l'a dépeint, démontre que la véritable grandeur ne réside pas dans la supériorité intellectuelle ou le défi des lois sociétales, mais dans la capacité à atteindre la rédemption par l'acceptation de la douleur et un véritable repentir. Elle ne juge ni ne condamne Raskolnikov. Au contraire, elle lui offre la possibilité d'un nouveau mode de vie, ancré dans l'amour, le pardon et la capacité de se reconstruire après un échec. La profondeur psychologique de Crime et Châtiment s'étend au-delà du protagoniste pour englober une réflexion universelle sur la lutte intérieure entre le bien et le mal, la culpabilité et la rédemption. Dostoïevski place ses lecteurs face à un dilemme moral qui n'est ni simple, ni facilement résolvable. La rédemption, telle que dépeinte dans le roman, ne provient pas d'explications rationnelles ou intellectuelles, mais d'un douloureux aveu de son humanité, avec tous ses défauts et imperfections. Le roman nous pousse à réfléchir à ce que signifie véritablement être libre, suggérant que la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de limites, mais dans la volonté de prendre la responsabilité de nos actions et de rechercher la réconciliation avec nous-mêmes et avec les autres. Dans Les Frères Karamazov, Dostoïevski élève son exploration de la nature humaine à un niveau encore plus profond, abordant non seulement des questions de morale, mais aussi des dilemmes profonds de foi, de doute et de responsabilité. Publié en 1880, ce roman est souvent regardé comme son chef-d'œuvre, une culmination des thèmes philosophiques et existentiels qui imprègnent sa carrière littéraire. Au centre de l'histoire se trouve une famille dysfonctionnelle, le père immoral et corrompu, Fyodor Pavlovitch, et ses trois fils, Dmitri, Ivan et Alyosha, chacun représentant un aspect fondamental de la nature humaine. Dmitri, poussé par ses instincts et ses passions, incarne les impulsions primaires de l'être humain, celles qui cherchent le plaisir immédiat et la satisfaction sensorielle. Ivan, en revanche, est l'intellectuel sceptique, le questionneur rationnel qui doute de l'existence de Dieu et de la morale absolue. Sa célèbre déclaration, les lois. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, Charles, résume le profond dilemme moral au cœur du roman. Ivan remet en question les fondements de la foi, s'interrogeant sur la façon dont la justice peut exister dans un monde rempli de souffrance et d'apparente indifférence divine. Alyosha, le plus jeune frère, fait office de contrepoint à Ivan, un personnage compatissant et dévot qui représente la foi et l'espoir en la possibilité de rédemption et de bonté. Il croit en un but supérieur malgré l'adversité et sert de centre moral à la narration. La dynamique entre les frères Karamazov reflète les conflits internes auxquels tous les êtres humains sont confrontés. La tension entre raison et doute, foi, égoïsme et altruisme imprègne chaque interaction et chaque décision au cours de l'intrigue. Leur père, Fyodor Pavlovitch, symbolise le chaos moral et la dégradation éthique, servant de catalyseur au conflit central qui culmine avec sa mort violente. Le meurtre du père, loin d'être un simple élément de l'intrigue, devient une métaphore du combat entre les valeurs qui définissent l'humanité et les forces destructrices qui menacent de les saper. L'un des aspects les plus remarquables du roman est la manière dont Dostoïevski aborde l'interaction entre la liberté et la responsabilité. La célèbre scène du Grand Inquisiteur, l'un des passages les plus célébrés de la littérature mondiale, offre une critique pénétrante de la relation entre la liberté et la religion. Elle remet même en question la capacité réelle de l'humanité à gérer une liberté véritable, suggérant que la plupart des gens préfèrent la sécurité et le confort au poids de l'autonomie. Cette réflexion approfondit non seulement les dilemmes moraux du roman, mais résonne aussi avec des questions philosophiques universelles qui restent d'actualité aujourd'hui. Dans Les Frères Karamazov, Dostoïevski invite les lecteurs à explorer les extrêmes de la nature humaine,
montrant que le bien et le mal ne sont pas des forces extérieures, mais coexistent en chaque individu. Le roman n'offre pas de réponse simple. Il met au défi le lecteur de confronter ses propres croyances, peurs et contradictions. À travers Dmitri, Ivan et Alyosha, Dostoïevski révèle que la véritable compréhension de la vie réside dans l'acceptation de ses complexités, la recherche d'un équilibre et la vie avec un but malgré les incertitudes qui nous entourent. La vie de Dostoïevski a été marquée par des expériences qui ont profondément façonné sa vision de l'existence humaine. Mais peut-être aucune n'a été aussi transformative que le moment où il a fait face à la mort elle-même. En 1849, accusé de comploter contre le régime du tsar, Dostoïevski fut arrêté et condamné à être exécuté avec d'autres prisonniers. Il fut conduit sur le lieu du peloton d'exécution où, les mains liées et les yeux bandés, il attendait les coups qui allaient mettre fin à sa vie. Dans les derniers instants, lorsque la mort semblait inévitable, l'exécution fut suspendue et sa peine réduite aux travaux forcés en Sibérie. Cette expérience, où il se trouva face à la mort, laissa une empreinte indélébile dans l'esprit et l'âme de l'écrivain, modifiant profondément sa vision de la vie. Dostoïevski décrivit ce moment dans une lettre émouvante, partageant comment cette proximité avec la mort l'avait marqué. La brièveté de la vie lui apparut douloureusement évidente, et chaque instant restant semblait chargé d'une intensité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les actes simples de respirer, de sentir le vent ou d'observer le monde autour de lui devinrent pour Dostoïevski autant de miracles. Cet épisode ne fut pas seulement un traumatisme, mais une révélation. La vie, avec toute sa douleur et ses incertitudes, était un cadeau inestimable. Cette prise de conscience devint une pierre angulaire de sa philosophie, qu'il explorerait dans nombre de ses œuvres ultérieures. La leçon profonde que Dostoïevski tira de cette expérience est que la véritable valeur de la vie ne réside pas dans ses certitudes ou ses accomplissements, mais dans sa fragilité. Il comprit que vivre pleinement signifie embrasser à la fois la douleur et la beauté, la perte et les moments de joie. Faire face à la mort imminente lui a fait réaliser que rien n'est garanti, et c'est précisément cette absence de garantie qui confère à chaque instant sa signification. Cet événement a également influencé la perspective de ces personnages, qui se retrouvent souvent confrontés à des dilemmes moraux et existentiels similaires, luttant contre la souffrance et cherchant la rédemption. Cette expérience de presque mort a renforcé la conviction de Dostoïevski que la vie ne peut être pleinement comprise que lorsque sa finitude est reconnue. Il en est venu à voir chaque jour comme une occasion d'affronter ses propres défauts, de chercher un sens au milieu du chaos et de vivre de manière authentique. Il ne s'agissait pas de nier la douleur ou la souffrance, mais de les reconnaître comme des parties intrinsèques de l'expérience humaine. Cette philosophie imprègne nombre de ses œuvres, où la lutte pour la rédemption et l'acceptation des complexités de la vie sont des thèmes récurrents. En revisitant cette expérience dans son écriture, Dostoïevski a non seulement partagé sa transformation personnelle, mais a aussi offert au lecteur une réflexion universelle. La vie, dans toute sa fragilité, est le plus grand cadeau que nous ayons. Même face aux plus grandes adversités, il y a quelque chose de profondément précieux dans le simple fait d'être vivant, quelque chose qui transcende la peur, la douleur et même la mort elle-même. L'héritage de Dostoïevski dépasse le temps et les frontières de la littérature. Il n'était pas seulement un écrivain, mais aussi un penseur dont les œuvres ont profondément marqué la psychologie, la philosophie et la théologie. Ses réflexions sur la nature humaine continuent de résonner auprès des lecteurs et des chercheurs du monde entier, offrant des perspectives qui demeurent étonnamment pertinentes. Plus que de raconter des histoires, Dostoïevski a ouvert une fenêtre sur les contradictions de l'expérience humaine. Il n'était pas seulement un écrivain, mais aussi un penseur dont les œuvres ont profondément marqué la psychologie, la philosophie et la théologie. Ses réflexions sur la nature humaine continuent de résonner auprès des lecteurs et des chercheurs du monde entier, offrant des perspectives qui restent étonnamment pertinentes. Bien plus que raconter des histoires, Dovi a ouvert une fenêtre sur les contradictions de la condition humaine, explorant les profondeurs de l'âme et les dilemmes moraux qui nous définissent. De grands penseurs comme Nietzsche, Freud et Kafka ont reconnu la profondeur et l'originalité de son œuvre. Nietzsche, qui se voyait comme un critique de la morale traditionnelle, décrivait Dovi comme un psychologue incomparable, admirant sa capacité à disséquer les motivations cachées du comportement humain. Freud identifiait Dovi comme un précurseur des idées psychanalytiques, notamment dans son exploration de la culpabilité, des conflits internes et de l'interaction entre désir et répression. Kafka, avec son style unique et son regard existentialiste, trouvait dans les œuvres de Dovi un écho de ses propres luttes pour appréhender l'absurdité de la condition humaine.
L'influence de Dovey s'est étendue bien au-delà du XXe siècle. Son travail a façonné les débats philosophiques sur la liberté, la morale et la responsabilité, laissant une marque profonde sur des générations d'écrivains et de penseurs. Cependant, son héritage le plus grand réside peut-être dans sa capacité à toucher les lecteurs ordinaires, abordant des questions universelles auxquelles chacun est confronté à un moment donné. Que signifie vivre? Comment composer avec la culpabilité, la douleur et la quête de rédemption? Ces histoires, peuplées de personnages imparfaits et profondément humains, nous invitent à réfléchir sur nos propres vies et les choix que nous faisons. De plus, Dovey ne fournissait pas de réponse définitive ni de solution facile. Au contraire, il laissait ses récits ouverts, offrant à chaque lecteur la liberté de naviguer à sa manière dans les complexités qu'il présentait. Cette ouverture est l'une des raisons pour lesquelles ses œuvres demeurent si puissantes. Elle reflète non seulement les préoccupations de son époque, mais résonne aussi avec les dilemmes contemporains, conservant leur pertinence plus d'un siècle après leur publication. Son héritage est en fin de compte une célébration de la complexité humaine. Dovey nous enseigne que comprendre la vie ne consiste pas à atteindre des certitudes, mais à embrasser ses contradictions et à vivre pleinement malgré elles. Dans ses œuvres, nous trouvons non seulement une exploration de la souffrance et de la rédemption, mais aussi une invitation à regarder en nous-mêmes et à affronter des vérités que nous préférons souvent éviter. Voilà le véritable impact de Dovey. Il n'a pas seulement écrit sur ce que signifie être humain, il nous a aidés à reconnaître notre humanité.